Je suis toujours très très heureux de venir en Belgique. Quand j'avais 25 ans, j'ai commencé ma carrière gazière à la frontière franco-belge. On comptait le débit de gaz qui venait à l'époque de la Hollande. Et donc le soir, on se retrouvait avec mes collègues belges au poste frontière et on buvait de la bière. Oui. Et puis j'ai vécu beaucoup de choses en Belgique, avec certains d'entre vous d'ailleurs ici qui ont eu la gentillesse de me le rappeler. Et c'est vraiment toujours pour moi un plaisir parce que j'admire dans ce peuple belge essentiellement son humour. Il y a une joie de vivre avec de l'humour que je trouve absolument fantastique. Donc je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et c'est un contexte de remise de diplôme. C'est donc pour pas mal d'entre vous quelque chose qui est un couronnement, qui en même temps est un début. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. J'ai prévu pour ce soir de vous parler de 4 sujets en fait. Le premier m'a pas mal intéressé, c'est l'attitude, la posture, c'était le mot de Philippe et Bernard, la posture dans un monde plein d'incertitudes. Ça rejoint la crise que notre monde connaît depuis 2 ans. Le deuxième volet que je voudrais aborder, c'est la notion risquée d'avant-garde au niveau du coaching. Ensuite, je voudrais vous parler des ambiguïtés, je peux mélanger les deux, les ambiguïtés du coaching telles que je les vois actuellement, et enfin quelques vigilances à avoir dans ce métier actuellement. Voilà mon programme. Je vais donc commencer tout de suite par cette histoire d'incertitude. L'incertitude, je ne vais pas vous dire toutes les incertitudes, il y en a plein. Moi, mes grandes incertitudes, à moi, c'est comment ça va se passer quand là j'ai 74 ans, comment ça va se passer quand j'aurai 85 ans, quand est-ce que je vais mourir, je ne sais pas, incertitude. Au niveau du monde, j'ai 3 grandes incertitudes. J'ai l'écologie, bien sûr, comment ça va tourner. J'ai la Chine, parce que ça me fout les chocottes. Et là, j'ai oublié la 3e, mais tant pis, c'est pas grave. Donc, il y a des incertitudes, notre monde est plein d'incertitudes, et on pensait naïvement, effectivement, que notre monde était devenu plus prévisible. Et puis là-dessus, il y a la crise du Covid qui est arrivée. Laissez-moi doucement rigoler. Le monde incertain, le monde imprévisible, moi je pense à la génération de mes parents, entre 1930 et 1940, la montée du nazisme. Je veux dire, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et même avant la guerre de 14, dans ma maison, j'ai un calendrier du 1er janvier 1914. On voit des gens qui font la fête, des jeunes couples qui font la fête. Donc l'incertitude, et la peste noire, les gens qui vivaient avec la peste, la faim. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monde qui était fondamentalement imprévisible, incertain, plein de dangers, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait l'illusion que maintenant il était plus difficile? On a la crise du Covid, il ne faut pas exagérer, on a trouvé un vaccin en 1 an. C'est tout de même pas, par rapport aux générations précédentes, c'est pas très très grave ce qu'on vit. Il faut tout de même remettre les choses à leur place. Il y a la peste noire, c'est le tiers de la population française qui est mort. On n'a jamais eu ça avec le Covid. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu, je pense, depuis la période de la guerre, il y a eu une confiance qui s'est installée dans le progrès, dans la technique, et on s'est mis à prévoir de mieux en mieux, ce qui est très bien. Mais en oubliant que l'incertitude, l'imprévisibilité, l'inéluctabilité des choses, tout ça, ça pouvait arriver.
Et donc, vous connaissez comme moi, bon, les histoires, on veut Amazon qui veut évacuer la mort, donc on aimerait bien évacuer l'incertitude. Alors maintenant, je vais approfondir ça, parce que là, pour l'instant, c'est des lieux communs. Mais je voudrais faire, et puis rapprocher un peu de ce qui se passe dans notre métier. Qu'est-ce qui se passe quand on a un monde qui devient imprévisible? En général, les gens n'aiment pas ça. Il y en a qui peuvent transformer ça en opportunité parce qu'ils ont bien confiance en eux. Mais quand un monde devient imprévisible, il y a quelque chose qui apparaît qui s'appelle l'angoisse. Et les plus fortes des angoisses, c'est les angoisses existentielles. Donc ça va poser à certains moments de sa vie, quand justement les repères se mettent à vaciller, les gens se reposent des questions plus fondamentales. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel a été le sens de ma vie? Est-ce que j'ai mené la vie que je voulais? Est-ce que j'ai bien usé de ma liberté? Donc, tout un certain nombre d'éléments, dans mon bouquin j'en ai dénombré 6, mais des éléments qui sont le propre de notre condition humaine. Et là, il y a un phénomène, c'est que ces éléments qui apparaissent et qui sont angoissants, on va en calmer le niveau angoissant par l'apparition de croyances. L'origine des croyances, bien sûr, il y a un besoin de structure, parce que les croyances, ça rassure, mais justement, ce besoin de structure, c'est ce qui va permettre d'échapper, ou pas d'échapper, mais de mieux faire face à un monde qui est incertain. Et c'est comme ça que vont naître la plupart des croyances. Les gens vont s'imaginer que, face à un monde, je prends les terroristes les kamikazes du World Trade Center, donc ils voient que l'islam vacille, donc là ils se disent qu'est-ce qui va se passer, mais ils ont une croyance comme quoi s'ils se crachent sur une tour, ils vont rentrer au paradis et ça sera une vie de plaisir pendant toute l'éternité. Donc pour faire face à une angoisse qui est l'angoisse de la mort, l'angoisse de l'après la mort, les gens vont inventer ou les gens vont renforcer une croyance. C'est ça qui va être le fondement de la plupart des croyances. C'est pour échapper aux angoisses, essentiellement les angoisses existentielles. Et là, on va voir apparaître quelque chose qui est de l'ordre de notre développement, de notre responsabilité, qui est ce que je pourrais appeler la maturité d'incertitude. Emmanuel Kant, le philosophe, il a une phrase extraordinaire. Il dit, oh, faudrait que je la retrouve exactement. Je voudrais pas le. Il dit, on reconnaît. Voilà. Il disait, on peut mesurer l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Quand tu utilises le mot intelligence, intelligence en allemand, j'ai été vérifié, bon, mais lui c'est un rationnel, donc c'est normal qu'il ait utilisé le mot d'intelligence. Je préfère le mot ici de maturité. On peut mesurer la maturité de quelqu'un à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Et ça va avoir une influence assez directe sur notre métier. Lorsque Lénart nous parle de hockey dans le chaos, j'ai été voir sur Internet hockey dans le chaos, allez-y, allez voir. Hein, c'est une formule qu'a fait Flores, je ne sais même pas si elle vient de chez Vincent, mais il a bien reprise. Bon, et donc, en fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de stabilité de la personne. La personne serait parvenue à un état stable où elle serait effectivement OK dans le chaos. Moi, je ne crois pas que les choses se passent comme ça. Je crois plutôt que la maturité d'incertitude dont parle Emmanuel Kant
et que nous pouvons avoir personnellement et professionnellement, c'est un peu comme l'histoire du courage et de la peur. Vous savez, on dit souvent, quelqu'un qui a du courage, c'est pas qu'il n'a pas peur, c'est qu'il affronte sa peur. Et je crois que c'est assez vrai. Et bien, quelqu'un qui a une maturité d'incertitude, c'est pas quelqu'un qui n'est plus angoissé. C'est quelqu'un qui fait face à ses angoisses. C'est quelqu'un qui continue à se poser des questions en disant, mais finalement, après la mort, bon, est-ce que je vais aller, bon, est-ce qu'il y a un paradis, qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais être plus que ça, bon, puis qu'est-ce qui va rester de ma vie, la question de la trace. Donc tout ça qui nous reprend de temps en temps, c'est des angoisses normales chez tout être humain, parce que ça fait partie de notre condition humaine, et il va y avoir une maturité d'incertitude qui va consister à affronter ces angoisses-là. Donc, celui qui a la maturité d'incertitude, il continue à être angoissé, comme celui qui a du courage, il continue à avoir peur. Face aux grandes menaces existentielles qui provoquent chez nous les angoisses, qui font naître des croyances, les humains, ils ont, grosso modo, ils ont trouvé 4 grandes voies. Je vous résume, mais ils ont trouvé 4 grandes voies. Il y en a une qui va vous parler plus que les autres, bien sûr. La première voie, c'est la voie, on va dire, spirituelle religieuse. Donc face aux incertitudes, même encore maintenant, les gens qui ont une foi solide ou des croyances solides, c'est pas tout à fait la même chose, bon, ils supportent mieux les incertitudes de l'avenir. Ils vont faire confiance. Actuellement, là, tout à l'heure, je voyais, sortant du train, il y avait une femme avec un bébé. J'étais content parce que, bon, c'est vrai que faire des enfants actuellement, ma filleule, elle ne veut pas d'enfants. Elle a 36 ans, elle me dit non, moi, je ne veux pas d'enfants, c'est pas écologique. Bon, d'accord, mais il faut bien tout de même qu'on continue. Donc, quand on a des croyances religieuses fortes, ou qu'on a une foi qui est forte, ça permet de mieux faire face aux incertitudes. Première grande, on appelle ça les grands systèmes de salut. Premier grand système de salut. Deuxième grand système de salut qui nous a plombé ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, c'est la croyance que le progrès, et en particulier le progrès technique, le progrès scientifique, vont permettre à l'être humain de résoudre ses problèmes. Donc ça, c'est toute la philosophie du progrès depuis le XVIIIe siècle, depuis l'époque des Lumières. Et il y a encore des gens qui sont là-dedans. Donc c'est la science et c'est la philosophie. C'est la raison. On va s'en sortir par la raison, par la philosophie. Troisième grand système du salut, c'est le sens. C'est-à-dire, dans la lignée de Viktor Frankl, c'est les gens qui disent, en fait, à partir du moment où quelqu'un arrive à trouver, à donner un sens à sa vie, quel qu'il soit, eh bien, il va pouvoir affronter les épreuves et l'incertitude du monde. Donc ça, c'est Viktor Frankl qui a mis ça en avant, et c'est très très bien. Alors, Vincent a repris cette histoire de sens et il la met en exergue. Bon, je relativise peut-être un peu parce qu'il y a d'autres systèmes de salut. Mais vous, c'est vrai, c'est un bon système, mais je ne pense pas forcément qu'il soit au-dessus des autres. Puis il y a un grand autre système de salut qui attire beaucoup de gens en ce moment, qui est le salut par le temps présent. C'est-à-dire que les gens disent, l'incertitude, les angoisses, tout ça, on s'en fout, ce qui compte, c'est de vivre dans le moment présent. Il y a donc toutes les idéologies du temps présent qui naissent. Donc en conclusion de tout ça, ce que j'aimerais que peut-être vous reteniez, c'est que face à ce monde d'incertitude qui est le nôtre et qui est vrai, il ne s'agit pas d'espérer atteindre un état de tranquillité, de zénitude, et y compris avec nos clients, mais d'arriver à d'être quelqu'un qui, presque sans le dire,
va témoigner à l'autre que lui aussi il a traversé des angoisses, qu'il continue à les traverser, qu'il est frère en condition humaine, et que donc on peut en parler. Et bon, moi c'est l'attitude que j'essaye d'avoir là au niveau professionnel. Quand il arrive que quelqu'un me parle d'angoisse justement, de sa peur de l'inconnu, qui peut être, c'est pas forcément les peurs existentielles pour nos clients, c'est des peurs, peur de perdre son job, peur d'un patron qui est un salaud, donc tout ça, la personne se dit mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui va se passer? Et donc face à ça, avoir une tranquillité parce que moi j'ai su affronter les choses et je continue à affronter les choses. C'est donc pas une notion de sagesse d'un sage, le coach sage, qui n'aurait plus à traverser les épreuves, les incertitudes et l'angoisse. Moi, j'y crois pas. Voilà ce à quoi je voudrais vous laisser à la fin de cette première partie. Je voudrais passer maintenant à une deuxième partie. Ça va, je tiens mon horaire, c'est nickel. Je suis très attentif à... Les ambiguïtés autour de la profession. Là, il y en a peut-être, ça va grincer. J'en ai vu 3. Première ambiguïté qui m'embête, c'est au niveau du mot. Si jamais il m'arrive de dire à quelqu'un que je fais du coaching, il me dit « Ah bon ?» et s'il ne connaît rien, hein, il me dit « Ah bon, t'es coach en quoi ?» T'es coach en quoi? Et là, moi qui suis, on a tout de même eu, enfin dans la lignée que j'ai prise dans mon école de coaching, et puis la vôtre, il y a tout de même plein de ressemblances. Bon, t'es coach en quoi? Bon, on est coach en rien. On pose des questions, on a toutes nos approches, tous nos outils, on a tout ça, mais on n'est pas coach en quelque chose. Mais les coachs en quelque chose, moi j'adore. Je me suis fait, regardez ici, là, ici. Bon, vous voyez, ici, j'ai donc des soquettes vertes, j'ai un pantalon ici, j'ai une chemise verte. C'est une coach d'habillement belge qui m'a appris ça. Elle est venue à Paris et elle est venue chez moi, elle m'a dit « Monsieur Duret, je vais vous rhabiller ». Et elle a vidé mes placards, elle m'a ôté tous les trucs qui étaient horribles, bleu, noir, les trucs tristes et tout. Elle m'a dit « Non, vous êtes quelqu'un qui ?» Bon, elle m'a trouvé mes couleurs et puis elle m'a dit « Voilà comment il faut faire quand vous allez dans un magasin ». C'est bien un coach en habillement. Donc, mais quand les gens ils entendent le mot coach, la majorité des gens, ils disent « Coach en quoi ?» Parce que c'est ça que le grand public y connaît. Or, nous, on utilise le même mot pour quelque chose qui est complètement différent. Alors, à la fois, on en profite, puis en même temps, mais c'est le jour et la nuit. Eux, ils donnent des conseils, en fait, et puis, nous, on n'est pas là justement pour donner des conseils. Donc c'est vraiment une ambiguïté et moi je trouve que ça m'embête parce qu'on utilise, ça fait en même temps rêver les gens cette histoire de mots de coach et puis en même temps il faut bien reconnaître que c'est quelque chose, on ne parle pas de la même chose. Donc ça c'est vraiment, je trouve, une très très forte ambiguïté et ça m'embête. La deuxième ambiguïté, elle est... point connue peut-être et plus délicate. C'est que, au niveau du monde du coaching, de notre monde de coaching, on va prendre les gens qui ont à peu près les mêmes types de formations, qui ont été formés. En fait, on joue et on est sur deux registres qui ne sont pas les mêmes. Je vous explique. Il y a un premier registre qui est celui du métier. Moi, c'est celui que j'ai creusé dans mon bouquin. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Quel concept on utilise? Etc. Donc, c'est ceux qui vont gagner leur vie en faisant du coaching individuel ou du coaching d'équipe. Avec des formations comme celle que vous avez finie, comme celle que vous avez faite, de ce type-là. Ça, c'est l'aspect métier. Mais, si vous allez voir sur Internet, partout, les bouquins et tout,
il y a actuellement, autour du mot de coaching, une idéologie, au bon sens du terme, c'est-à-dire un système de croyance qui n'a pas grand-chose à voir avec le métier. Qu'est-ce que c'est ce système de croyance? Il est directement hérité de toutes les théories et les approches du développement personnel. Et vous avez beaucoup de gens qui font les formations au coaching parce qu'ils adhèrent à ce système de croyance, à cette idéologie, et ils se développent, et c'est très bien comme ça, mais ce n'est pas la même chose. Je vais vous, ici, où est-ce qu'il est ici? Je vais vous résumer ici cette idéologie, ce système de croyance. C'est tout de même impressionnant. Il y a une vision de l'être humain qui doit devenir lui-même, augmenter son potentiel. Il y a le potentiel de croyance que tous les humains ont effectivement en eux. Nous croyons, c'est notre croyance, c'est pas partagé par tout le monde, qui peut agir pour ça. Il n'est pas conditionné. On a, au niveau philosophique, nous partageons une philosophie sur la réalité. Nos principes, c'est le cadre de référence. Donc on a la vision philosophique d'Emmanuel Kant, comme quoi on ne peut pas appréhender la réalité. On n'a qu'un cadre de référence. Tous les philosophes ne sont pas d'accord là-dessus. Mais nous, on a cet aspect de la réalité. Et c'est l'un des leitmotifs qui ressort dans les textes de développement personnel. Nous n'avons pas accès à la réalité. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, le développement personnel pense ça. On a des croyances au niveau du temps. C'est-à-dire que nous avons tendance, dans les mouvements de développement personnel et le coaching, à privilégier le moment présent, vivre dans le moment présent. Alors bien sûr, on tempère ça parce qu'on a la notion d'objectif, on se projette dans le futur, etc. Mais nous avons donc plutôt centré sur le présent et nous partageons une croyance du développement personnel que ça ne sert pas à grand-chose, ou bon, peut-être pour vraiment les cas graves, mais ça ne sert pas à grand-chose d'aller voir dans le passé. On ne travaille pas avec le passé, nous les coachs. On travaille un peu, mais on ne travaille pas beaucoup. Donc ça fait partie de notre idéologie. Tous les gens ne pensent pas ça. Si vous parlez des psychanalystes, ils disent mais les coachs ils sont tombés sur la tête. On ne peut pas aider quelqu'un si on ne va pas voir les racines de ses traumatismes anciens. Hein. Et nous avons plutôt le monde du coaching a une appétence forte pour, premièrement, la spiritualité. Alors on trouve, moi je suis effaré depuis 10-15 ans, je suis effaré de voir le nombre de cathos qu'il y a dans le mouvement du coaching, enfin c'est impressionnant. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des gens qui ont une spiritualité bouddhiste, mais la plupart du temps, les gens qui sont dans le monde du coaching sont intéressés par la spiritualité, alors que dans la grande partie de la population, c'est Dieu bof, hein. C'est bon, la spiritualité, qu'est-ce que c'est pas pour nous, etc. Donc, derrière le monde du coaching, à côté du coaching métier, il y a le coaching qui est devenu mais qui est une idéologie, un système de croyances, et auquel nous adhérons plus ou moins, mais dans lequel on se reconnaît tout de même pas mal. L'embêtant dans cette histoire, de toute façon des idéologies on est bien obligé d'en avoir, système de croyance, bon, on en a forcément, mais l'embêtant, je parle ici pour des coachs professionnels, dont c'est le métier, l'embêtant, c'est que avec cette idéologie, ce système de croyance au niveau de l'être humain, de son potentiel, de tout ça, les coachs ont tendance à se considérer comme l'avant-garde du grand mouvement qui devrait embrasser le monde et dans lequel, si tous les gens avaient fait une école de coaching, si tous les gens avaient, etc., comme le monde irait mieux. Et donc, les coachs peuvent avoir tendance à se considérer comme le fer de lance de ce grand mouvement qui devrait
peu à peu envahir la planète. Et il y a un espèce de... c'est pas un orgueil, il ne faut pas exagérer, mais tout de même, on est plus lucide que les autres, on voit mieux les choses et on sait ce qu'il faudrait mieux que les autres, un peu pour que les gens soient heureux. La difficulté pour les coachs professionnels, c'est que, je l'ai encore vu ce matin, tiens, dans une supervision, la difficulté pour les coachs professionnels, c'est qu'ils ont tendance ils pourraient avoir tendance à rentrer dans du sauvetage et à déborder le cadre contractuel de leur mission qu'ils ont. Ce matin, c'était le cas. J'avais une dame, on faisait un coaching, elle avait fait du bon boulot. Elle disait, mais oui, je ne suis pas contente parce que, etc., tout de même, cette entreprise, je crois qu'il pourrait tout de même améliorer les choses, etc. Donc, elle se rendait, c'est un truc classique de jeune coach, bon, elle se rendait un peu responsable du fait qu'elle n'avait pas soigné le système. Et donc, les coachs professionnels peuvent avoir tendance à oublier que leur mission, c'est le contrat, tout le contrat, rien que le contrat. Et à cause de ces croyances de développement personnel, d'idéologie qui traînent, je vous assure, vous la lisez la littérature sur Internet, eh bien c'est à se croire ici à l'avant-garde et il faut qu'il fasse régner ça sur le monde. C'est très premier chrétien, hein. Il faut... Donc ça, je trouve, ça c'est un truc auquel il faut tout de même faire attention. Bon, ça c'était l'ambiguïté entre le métier et les croyances générales du coaching. Ici. Et maintenant, il y a une troisième ambiguïté. Pour l'instant, ça marche. Mais il y a tout de même une ambiguïté, c'est que avec les valeurs humanistes qui sont les nôtres, alors on a des valeurs humanistes, on ne peut pas dire le contraire, hein. Avec les valeurs humanistes qui sont les nôtres, on devrait être, et parfois on est en porte-à-faux avec l'idéologie du système libéral qui gouverne tout de même beaucoup d'entreprises. Alors, ça marche parce que les cyniques vont dire ça marche parce que les entreprises se rendent compte que si les gens se développent, c'est un poncif du coaching ça, si les gens se développent mieux, ils sont plus productifs et donc le monde des entreprises essaye de récupérer l'appétence des gens en entreprise pour tout ce qui est humain, développement personnel, etc. Et il dit, allez les coachs, venez injecter un petit peu d'humain dans cette histoire. Et là aussi, moi, je rencontre des coachs qui disent, moi ma mission c'est d'injecter de l'humain dans les entreprises. Non, c'est pas d'injecter de l'humain, c'est de faire le contrat. Hein, le contrat, rien que le contrat, tout le contrat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas injecter de l'humain, moi aussi j'aime bien injecter de l'humain, mais ce n'est pas la mission, il y a une ambiguïté qui est là. Donc il y a tout de même un conflit qui se passe entre notre vision du monde assez humaniste et puis la vision du système libéral. Alors pour l'instant ça marche bien parce que les entreprises nous passent commande, bon, ben, ça marche bien, mais bon, il y a des fois ça marche tout de même pas dans les entreprises, il y a des entreprises qui n'en veulent pas. Voilà ce que je voulais vous dire sur les ambiguïtés. Oh, je suis complètement à l'heure, mais alors je suis content. Bien. Ma dernière partie, avant que nous discutions, je n'ai pas forcément des réponses, mais avant que nous discutions, c'est les vigilances. Les vigilances par rapport à notre profession. La première vigilance, c'est l'attitude par rapport aux modèles et concepts. Ça existe depuis le début. J'ai eu ça là, depuis les années 2000, moi je l'ai vu apparaître. Donc, dans un extrême, il y a des gens qui disent
les outils, les modèles, les concepts, c'est bon pour les besogneux, on n'en veut pas. Ce qui compte, c'est de se sentir coach. Je vois encore ce coach qui me disait ça, mais attends, les outils, c'est toi, tu es un besogneux. Ce qui compte, c'est qu'on se sente coach, qu'on habite sa posture, qu'on ait des... Puis alors, on voit des grands mots qui apparaissent. Bon, voilà, qu'on se sente coach. Ben, c'est vrai que c'est important de bien habiter son rôle professionnel. Mais de là à mettre les outils à la poubelle, quand on voit tout de même ce qu'une bonne analyse et une analyse pertinente. Bon, moi, mon hypothèse, je vais être très méchant ici, mon hypothèse, c'est que les gens qui rejettent à ce point les modèles, c'est que c'est des flemmards. Parce que, mais non, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas scoltiner, l'apprentissage, qui est un apprentissage difficile, long, besogneux, où il faut mûrir les trucs, bon... faut apprendre l'analyse de la demande, et puis le code de référence, et puis tout ça, puis le processus parallèle, c'est pas évident, on rame, on s'entraîne et tout. Ça demande tout de même de l'effort, tout ce truc-là. Donc il y a des gens qui disent « Oh non, ça c'est bon pour les besogneux, out, nous, on n'en a pas besoin ». Je suis allé voir, on va en parler tout à l'heure, je suis allé voir la Fédération du coaching de vie, et je suis tombé sur un interview d'un type qui, lui, il tire à boulet rouge sur les modèles et les outils. Moi, j'en fais pas. Il n'y a pas que ça, les modèles et les outils. C'est vrai que ce qui compte, on peut dire en dernier ressort, moi j'ai la croyance, c'est une croyance, comme Irving Yalom, que c'est la relation qui guérit. C'est vrai. Mais pour arriver à ce qu'une relation guérisse, il faut que le lien s'établisse, il y a tout un tas de choses, il faut que la personne ait confiance, il faut qu'on sache faire un diagnostic pertinent, il faut qu'on gère le transfert, enfin tous ces trucs que vous connaissez. Donc ça, c'est un extrême. Et en ce moment, je vois réapparaître ce déni, ce dédain vis-à-vis des modèles et outils, et j'ai horreur de ça. Mais à l'autre extrême, vous avez des entreprises ou des cabinets de coaching qui vont surévaluer l'importance des modèles et des outils et qui vont faire des procédures en disant, bon presque, j'exagère, mais en disant presque, bon allez, on prend un coaché, on lui fait faire un questionnaire, et puis bon, le coach il est là par Zoom, et puis il valide, et puis bon, il y a toute une procédure qu'il faut respecter, comme si l'aspect relationnel n'existait plus et n'avait plus son importance, et comme si l'aspect unique qu'on a dans une relation de coaching n'était pas importante. Donc vous avez aussi cette instrumentalisation qui nous pend au nez un peu tout un chacun quand on a un outil chéri. Hein, le coach qui fait du processcom, il dit il fait du coaching avec le processcom, très bien, mais il voit tout par le processcom. Il voit son client, hop, top, basse persévérant, face travail homme, très bien, clac, 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 j'aligne. Bon, donc, mais ça c'est de la mauvaise utilisation d'outils. Ou bien, il y en a un autre, je me souviens d'un élève, il jurait plus que par la respiration. Il commençait tous les coachings, hop, vas-y au client, respire. Attendez, c'est l'utilisation exagérée. Donc attention, si vous avez un outil chéri, que ce soit l'analyse transactionnelle ou autre, même l'analyse transactionnelle, quand vous faites rentrer votre client dans des grilles, vous êtes foutu. Donc vous voyez qu'il y a les deux extrêmes par rapport aux modèles et outils. Il faut naviguer avec sagesse là-dedans. Première vigilance. Deuxième vigilance, vous en aviez parlé dans les questions ici, c'est le coaching à distance. J'en fais beaucoup depuis l'histoire du Covid. Je n'ai que mon expérience. Moi, je sais tout de même par expérience que si je n'ai pas vu au moins une fois mon coaché, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Des coachs sérieux, l'autre jour j'étais à la journée de supervision à Strasbourg, bon, il n'y a que 13% des coachs qui se font superviser, mais c'est dingue ce truc. Donc des gens qui font sérieusement le métier, mon livre s'appelle Le métier de coach, c'est pas rien. Bon. Et par rapport au nombre de gens qui sont certifiés, il y a un décalage très fort. Ça ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que ceux qui font une formation et qui ne font pas le métier après, ils ont perdu leur temps.
Ils ont conforté leur développement personnel, ils sont très contents et tant mieux pour eux. Mais je me dis que, puis moi-même, je n'ai pas toujours les fesses complètement propres là-dessus, quoi. Bon, il y a des fois, les patrons d'école, ils peuvent avoir tendance à prendre des gens parce que, bon, il faut remplir. Et donc, est-ce que c'est des gens qui vont pouvoir faire effectivement le métier ou qui veulent faire le métier? Même pas toujours. Donc, il y a ce décalage. Il n'est pas forcément, bon, c'est pas forcément très grave, mais en même temps, moi, je trouve que c'est tout de même, c'est la réalité, il vaut mieux la dire. Quatrième vigilance, c'est l'histoire des plateformes de coaching. Je ne connais pas directement, mais j'ai des gens que je supervise et qui ont eu affaire aux plateformes de coaching. Donc vous avez un cabinet de coaching qui s'installe, qui recrute des coachs pour faire du coaching en général à distance, souvent quelques séances et c'est tout. Et donc, le coach il est payé par la plateforme de coaching et puis il a bien du mal. Parce qu'il ne peut pas faire de tripartite, ou il peut rarement faire du tripartite, parce que les coachings sont souvent courts. Et donc, une entreprise voit qu'un collaborateur qui a un problème, allez, on va lui payer 3 heures de coaching, on regarde, plateforme de coaching, ça coûte moins cher, etc. Hop, on prend un coach, et puis on va lui filer 3 heures de coaching, il va être content, il arrêtera de nous casser les pieds. Donc les histoires de plateforme de coaching, moi je m'en méfie beaucoup parce que des cas que j'ai eu à traiter en supervision, ça incitait vraiment les coachs à mal faire leur boulot. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas le faire. Donc je suis vigilant par rapport à ça, je n'ai pas de solution, hein, mais je suis tout de même vigilant par rapport à ça et enfin moi je sais que j'irai jamais. Hein. Enfin, je suis à la retraite, vous me direz, mais bon. Quatrième vigilance. Cinquième vigilance, c'est au niveau du coaching solidaire. J'enfonce un peu les portes, mais bon, je dis ce que je pense. Bon. Le coaching solidaire, c'est très sympa, le coaching solidaire. C'est magnifique de générosité, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut voir aussi, j'ai l'expérience, parce que là j'ai voulu monter un groupe de coachs juniors le mois dernier, et il y a des gens qui arrivaient, ils avaient fait que du coaching solidaire, et en fait, je me rendais compte qu'ils n'arrivaient pas à avoir de clients, donc ils faisaient du coaching solidaire. Donc vous avez les gens qui sortent d'école, bon, ils sont plus ou moins bien formés, et ils disent, ben, tout de même, il faut que j'en fasse du coaching. Allez, hop, on va faire du coaching solidaire. Le coaching solidaire, ça peut être très bien fait. La personne peut être très compétente. Mais ce n'est pas un coaching professionnel. Pourquoi? Parce qu'il manque les sous. Et qu'une partie importante de notre métier tourne autour de l'argent. Et c'est normal, c'est un métier. On gagne notre vie avec. Donc faire du coaching solidaire, alors pour un moustachu ou un barbu, s'il fait du coaching solidaire, s'il est compétent, bon, ça va, il peut essayer, mais pour un jeune, alors non seulement il n'y a pas l'aspect du fric, mais en plus quand il fait du coaching solidaire, je vois le cas que j'ai eu il y a 15 jours, là, bon, quand il fait du coaching solidaire, il voit arriver des gens qui ont de ces merdes. Donc, les gens qui font appel aux coachs solidaires, bon, ça peut être des gens parfois qui sont graves, qui ont besoin d'un psychiatre en fait. Et le coach qui est jeune, formateur, il a pas forcément la compétence. Alors bien sûr, il peut se faire superviser, mais moi, quelqu'un qui vient me voir comme ça, qui me dit bah, « Attends, supervise-moi sur mon coaching solidaire, j'ai un cas, bon la fille elle menace de se suicider ». Je dis, mais attends, mais prends pas. Ah ben oui, mais il faut bien que je fasse du coaching. Mais non, prends pas. Donc il y a vraiment une vigilance, et là je m'adresse aux jeunes coachs qui sont là, parce que on peut le faire, c'est tout de même très important d'avoir un bon superviseur qui va justement être capable de poser des limites. Sans ça, il peut se casser la gueule, le coach solidaire. Enfin, c'est ma vision des choses. Cinquième, vigilance. Sixième, vigilance, c'est l'histoire du coaching de vie. Je ne sais pas quoi en penser. J'aime pas, ou plutôt j'aime pas.
je vois les coachs de vie, c'était il y a 3 mois, il y avait une dame, elle avait mis sur LinkedIn coach de vie. Moi, je lui envoie un message sur LinkedIn. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que vous avez reçu comme formation? Et dans votre formation, est-ce que vous a appris à refuser quelqu'un? La dame me répond, non, et donc je vais changer mon intitulé, je ne vais pas m'intituler coach de vie. Donc, et ça fait florès. Le coach de vie, les coachings de vie, il y a les écoles qui fleurissent de nouveau. Bon, et puis les gens qui sont là-dedans, et avec des trucs anti-outils, en disant non, il suffit juste d'avoir la posture, d'être soi-même, d'être bien, etc. Donc, et puis vous pourrez faire avancer les gens dans leurs souhaits. Enfin, ce qu'on raconte nous en coaching, c'est-à-dire que bon, on va aider les gens à trouver leur propre proposition. Ça, c'est très bien. Mais en même temps, vous le voyez tout de même au niveau des outils, c'est un métier qui est difficile. Et donc, il y a des coachs de vie qui sont formés, et moi j'ai peur que ces gens fassent des dégâts. J'ai peur que ça tourne dans notre boudin, qu'un jour ou l'autre, il y ait une catastrophe, enfin, qu'il y ait des trucs juridiques qui s'en mêlent. Et donc, moi j'ai du mal. Mais je suis mauvais juge parce que là, j'en commence un de coaching de vie. J'en commence un, bon, il y a quelqu'un qui a besoin, il me dit, mais moi j'ai besoin d'être accompagné un peu dans tous les plans, spirituels, psychologiques, etc. Donc je voudrais savoir où j'en suis. Je le prends. Mais j'ai 74 ans. Et transfert sur le vieux sage. Je ne sais pas si je suis un vieux sage, mais la spiritualité, je sais gérer. Le coaching habituel, je sais faire. J'ai toutes mes gamelles derrière moi, j'ai mon expérience de vie, j'arrive à discerner ce que c'est qu'un jeu psychologique. Donc j'ai toute une histoire qui, je pense, va m'autoriser maintenant à accompagner, avec un superviseur bien sûr, mais à accompagner quelqu'un dans ce qu'on pourrait avoir tendance à appeler un coaching de vie. Mais quelqu'un qui a 25 ans qui fait ça, moi je me dis où est-ce qu'il va? Donc le coaching de vie, je suis très très hésitant, je vous le dis franchement. Voilà ce que je voulais dire, c'était la 6e vigilance, et j'ai dit non, je suis pile à l'heure. Je suis pile à l'heure.